d'un nerf en fascicules qui délimitent différentes parties, donc que vous avez appris sans doute en histologie, épinèvre, endonèvre, etc. Je ne reviens pas sur cette histo. Une diapositive qui vous rappelle une de celles que vous a présentées le professeur Maass quand il vous a parlé du système nerveux central et qu'on adapte un peu ici au système nerveux périphérique. Au niveau périphérique, quelle est la concordance entre les modalités véhiculées et la taille des fibres? Le motoneurone lui-même, ce sont des grosses fibres, beaucoup de myéline. En ce qui concerne la sensibilité, distinction entre la sensibilité véhiculée par les grosses fibres et celle véhiculée par les petites fibres. Par les grosses fibres, c'est le sens de position des articulations. Il a dû vous parler il a dû utiliser le terme que l'on a l'habitude médicalement, par lequel on a l'habitude de qualifier cette sensibilité qui est l'arthrokinésie. Arthro, A-R-T-H-R-O, kinésie, c'est le positionnement des articulations. La sensibilité vibratoire osseuse, qui est perceptible grâce au diapason, et il a dû vous donner là encore le terme, qui est la pallesthésie, P-A-2-L, esthésie, et puis le tact fin discriminatif. Tout ceci véhiculé par des grosses fibres, ce qui veut donc dire grosses fibres, beaucoup de myéline, passage de l'influx nerveux extrêmement rapide, transmission de l'influx nerveux extrêmement rapide. Plus une fibre est grosse, plus l'information est véhiculée rapidement. Parce qu'une fibre n'est jamais grosse par l'axone ou le dendrite qu'elle renferme. Elle est grosse à cause du nombre de couches de myéline qui entourent cet élément neuronal, et c'est du fait donc de l'importance de ces couches que l'information se transmettra plus ou moins vite. Dans les petites fibres, on a le tact grossier, la douleur et la température sensibilité, donc globalement thermoalgique. C'est comme ça qu'on vous l'a qualifié. Ceci n'a rien d'exceptionnel. Si vous reprenez la diapositive qui vous a été donnée pour le système nerveux central, il n'y a pas d'inversion. On s'y retrouve. C'est bien là où il y avait des grosses fibres, qu'il continue à y avoir des grosses fibres au niveau du système nerveux central, et vice-versa. Alors, cette diapo est très importante à comprendre, c'est presque le fil conducteur de notre cours. Je vous ai montré sur le petit schéma le diagramme que vous connaissez par l'anatomie du système nerveux périphérique. Le deuxième motoneurone naît dans la corne antérieure, il sort de la moelle épinière par le biais d'une partie que l'on appelle la racine, puis ensuite échange d'informations entre les différentes racines, ce sont les plexus, et puis ensuite répartition dans des troncs nerveux qui vont jusqu'aux extrémités et qui atteignent le muscle. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que c'est compliqué, que le reste du cours va être compliqué, c'est qu'on va pouvoir décrire un syndrome neurogène périphérique globalement, avec ses grandes caractéristiques, mais que nous allons devoir décliner ensuite en fonction de la topographie des particularités de ce syndrome neurogène périphérique selon le niveau de l'atteinte, corne antérieure, racine, plexus ou tronc nerveux. Et c'est ça qui va faire le plan de notre cours autour de la sémiologie à ces différents niveaux. D'accord ? Alors, nous partons donc sur la partie sémiologie générale, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître de manière globale sur le syndrome neurogène périphérique avant de faire les déclinaisons particulières des différentes parties. Premier élément clé, le déficit moteur. Vous en avez déjà entendu parler par le biais du syndrome pyramidal. Et là, on peut l'opposer au déficit moteur du syndrome pyramidal par différents caractères. Le premier élément fondamentalement différent, c'est que ce déficit est hypotonique. Il y a moins de tonus dans le muscle. Alors que vous avez largement entendu parler dans le syndrome pyramidal de l'hypertonie pyramidale.
Deuxième élément, sa topographie prédomine sur les régions distales, aux extrémités des nerfs, là où se fait le plus ressentir le problème de l'atteinte du nerf périphérique. Et puis évidemment, la topographie va varier selon le nerf atteint, selon la racine atteinte, selon le plexus atteint. Donc il va y avoir ce que l'on appelle une systématisation. C'est un terme que peut-être nous n'avons pas encore employé, de même que je vous ai introduit hier au terme de signe de localisation. De même, il faut connaître ce principe de systématisation. C'est ce qui dépend d'une structure nerveuse, en termes moteurs, en termes sensitifs. Et on parlera de systématisation radiculaire, de systématisation tronculaire. Ce déficit moteur, on peut le coter. Et il faut que vous connaissiez le principe de la cotation, qui paraît long à apprendre et qui est très simple, hein, dès lors qu'on se met dans la pratique. Ne pas bouger du tout, rien ne se passe quand je demande qu'un segment de membre bouge, qu'un muscle bouge, c'est zéro, pas de mouvement. S'il y a une contraction possible, mais sans mouvement, et en général ça se voit sur le tendon du muscle qui se contracte, ça veut dire que la personne essaye de bouger, mais il n'y a aucun déplacement qui se produit. Le déplacement qui devrait avoir lieu du fait de la contraction musculaire. Il n'y a que le tendon que l'on voit saillir sous la peau, une contraction donc, mais qui ne permet pas un mouvement, c'est 1. 2, le mouvement est possible, mais pas contre pesanteur. L'exemple type, c'est le biceps, que je ne pourrais pas bouger, qui ne me permettra de fléchir, pas de fléchir le bras comme ceci, mais qui me permettrait de le fléchir comme ça, c'est-à-dire en m'abolissant de la pesanteur. D'accord ? Là, je suis à 2 pour mon biceps. 3, je peux bouger contre gravité, mais il y a une difficulté évidente. C'est vraiment avec, on arrive à décoller du plan de l'examen, mais c'est très difficile. 4, on est capable de faire un mouvement contre résistance, mais la force n'est pas normale. Et 5, la force est normale. Voilà. Cotation souvent utilisée. Vous verrez dans les services, parfois aux mains des kinésithérapeutes. Il faut savoir de quoi on parle. Et vous, quand vous verrez des gens qui ont des déficits, c'est vraiment quelque chose d'utilisé de manière très large et qui permet de comprendre l'intensité du déficit. Alors, je vous mets en garde contre le fait de ne pas utiliser, pas trop utiliser cette cotation dans le déficit pyramidal. C'est-à-dire le déficit dont vous avez entendu parler mardi. C'est pas un hasard si le professeur Mas ne vous en a pas parlé. C'est tout simplement que dès lors qu'il y a une hypertonie associée, c'est compliqué, cela modifie la cotation et on considère que cette échelle n'est pas bonne. Donc, on utilise cette cotation lorsqu'il y a un déficit de type périphérique par l'atteinte, par le syndrome neurogène périphérique. Alors, premier mot-clé, c'était donc déficit moteur et ses caractéristiques. Deuxième mot-clé, amyotrophie, amaigrissement du muscle. Il va être évidemment dans les territoires du déficit moteur. Elle va être, cette amyotrophie, très progressive. C'est tout simplement le fait que le nerf ne joue plus son rôle nutritif vis-à-vis des muscles qui dépendent de lui. Et donc petit à petit, il va y avoir cet amaigrissement qui va apparaître, mais qui va être retardé par rapport au déficit moteur. Alors, voyons un exemple. Au niveau de la main, vous voyez déjà sur l'image que cette main est très amaigrie. Et je vais lancer, là, vous voyez combien l'éminence sténare est creusée, combien les interosseux le sont également. Vous allez, alors, c'est comme ça, je pense, oui. Vous allez mieux le voir encore quand on voit l'ensemble de la main. Le premier espace interosseux est creusé. Les autres espaces interosseux vous sont montrés, sont creusés. Il y a cette amyotrophie. On tourne la main et là on arrive à l'image où il y a une main complètement amaigrie, avec de très nombreuses amyotrophies au sein des muscles intrinsèques de la main.
D'accord? Plus difficile à voir, cet exemple du membre inférieur. Vous avez tous sur la face antéro-externe de la jambe le galbe des muscles de cette région-là, hein, le jambier antérieur et les péronniers latéraux. Eh bien, ici, vous avez un galbe qui est bien préservé, et de ce côté-ci, vous avez un méplat qui témoigne d'une amyotrophie par atteinte du nerf qui... Voilà, que l'on voit mieux un peu en dynamique, où là, quand le malade passe la main sur les mollets, on voit bien le relief ici, et ce relief qui a disparu, qui est beaucoup plus plat de ce côté-là. Ah, ça continue, voilà, on vous zoome dessus. D'accord? Bien. Alors, troisième mot-clé, fasciculation. Quand le muscle n'a plus le contrôle du nerf, tout se passe comme si les fibres musculaires avaient tendance à se contracter par elles-mêmes de manière anarchique. C'est bien connu au niveau physiologique et ça a des contreparties cliniques. Les fasciculations, ce sont des contractions parcellaires du muscle, des fibres musculaires, qui n'entraînent jamais, rajoutez-le à la définition, qui n'entraîne jamais de déplacement musculaire. C'est-à-dire, c'est jamais le muscle en masse qui permet un déplacement, le déplacement articulaire. C'est-à-dire qu'il ne permet jamais de déplacement articulaire. Le muscle, en se contractant de cette manière-là, n'a jamais une action physiologique musculaire. Ce sont donc des contractions que l'on voit et qui ne sont évidemment pas du tout efficaces. Alors on va prendre plusieurs exemples. Peut-être celle que vous verrez le mieux, ici vous avez une cuisse, et vous allez voir spontanément combien on a l'impression que ça grouille sous la peau, pour faire simple. Regardez sur... Voilà. On demande à ce malade d'être absolument au repos. Il est au repos, il est allongé. Et vous voyez, tout se passe comme s'il y avait une sorte de danse sous la peau, tout simplement parce que c'est pas du tout toujours le même endroit qui bouge, mais un peu partout, il y a ces contractions musculaires qui surviennent. Alors, plus impressionnant peut-être encore, l'ensemble du bras. Alors, simplement, la vidéo a peut-être un peu vieilli, mais... Vous en voyez un peu partout, sur les pectoraux, sur le deltoïde. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Lumière. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas comment on éteint là. Vous avez vu à peu près? Bon, je vais peut-être garder ça éteint, mais je ne sais pas comment éteindre là-haut, devant. J'ai essayé tous les boutons. Non. Si ça a éteigné là? Non. Bon, on va essayer de rester comme ça et s'en sortir. Dernier exemple au niveau de la langue. C'est un des endroits où il peut y avoir, parce que c'est un muscle très puissant, notre langue, et lorsqu'il y a une amyotrophie, regardez, on demande à ce malade de rester immobile. C'est pas forcément très appétissant, je le reconnais. Mais vous voyez bien ces contractions parcellaires un peu partout, qui passent d'une fibre à l'autre, qui sont caractéristiques des fasciculations. D'accord? Voilà, donc c'était le troisième élément constitutif de notre syndrome neurogène périphérique. Quatrième élément, ô combien important, l'abolition des réflexes ostéotendineux. Alors, je pense que vous avez déjà eu le listing des principaux réflexes ostéotendineux au moment du syndrome pyramidal. Ah, c'est ce qui s'appelle quelque chose d'un peu retardé. Si, alors je leur pose la question, ça vous va? Ou c'est trop sombre? C'est trop sombre pour les... Non, ouais. Ça gêne un peu en permanence. On va plutôt faire ça. On va le remettre. Merci. Je pense qu'on vous avait déjà donné le listing des
des principaux réflexes ostéotendineux. Je vous les rappelle, ou sinon je vous les donne. Il y a 6 grands réflexes ostéotendineux que vous devez bien connaître, dont vous devez bien connaître la systématisation radiculaire, c'est-à-dire la racine dont ils dépendent. Le réflexe bicipital dépend de C5. Le tricipital dépend de C6. Le tricipital dépend de C7. J'ai sauté le stylo-radial qui dépend de C6. Le cubitopronateur dépend de C8. Ce sont les 4 réflexes du membre supérieur. Il y en a 2 au membre inférieur. Le rotulien qui dépend de L4, l'aquiléen qui dépend de S1. Il n'y a pas de réflexe facile à trouver qui dépend directement de L5. Alors, vous avez vu dans le début des vidéos qui vous ont été montrées mardi la manière dont on recherchait ces différents réflexes, avec le bicipital, le tricipital, ici le stylo-radial. Je vous rappelle à ce stade, ce qui vous a déjà été dit, c'est combien il est important, dès lors que l'on a à juger de l'état d'un réflexe, de travailler de manière très symétrique. On juge un réflexe par rapport à l'autre côté. On le juge également par rapport aux autres réflexes de l'organisme. Donc on ne tape pas pouf comme ça un réflexe rotulien et puis on dit il est vif, il n'est pas vif, il est aboli. Non, on juge de l'ensemble du niveau de réflexe. Cette vidéo, je pense que vous l'avez déjà vue, avec la recherche en position allongée du rotulien d'une part. Voilà. Et là, on a pris voilà, et vous voyez. Non, là, on a pris la vidéo en cours et donc, et en réalité, déjà auparavant, il y avait une appréciation de l'autre rotulien. Et puis, on va faire pareil ici pour les aquiléens, avec la recherche d'un côté puis de l'autre. D'accord. Donc, étude symétrique. Je pense qu'il vous a aussi dit un mot des manœuvres de sensibilisation, parce que pour bien rechercher ça, il faut que les gens soient détendus. Oui, je vois que vous faites le geste. Si ça vous a été dit mardi, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc, une des manœuvres qu'on utilise beaucoup, notamment pour détendre les gens au niveau de la recherche des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs, c'est la mise des doigts en crochet en demandant au patient, au moment où on tape, de tirer fort. Il y a une concentration qui se fait du malade sur cet effort-là, à ce moment-là, détente au niveau des membres inférieurs, et on trouve beaucoup plus facilement les réflexes. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser au début, quand vous avez du mal à trouver les réflexes ostéotendineux. C'était notre 4e point, les réflexes ostéotendineux. On passe au 5e, important, ça c'est un symptôme. Les gens vous rapporteront souvent des crampes musculaires, qui ne sont pas les crampes du sportif après un effort, ce sont des crampes spontanées, en particulier au repos. Crampes de repos. Voilà pour les grands thèmes clés du syndrome neurogène périphérique. Et puis je vous l'ai dit, indépendamment de l'atteinte du motoneurone lui-même, il y a des signes associés. Et ces signes associés sont en particulier les troubles sensitifs. Il va donc y avoir tous les signes que l'on peut trouver par atteinte de la sensibilité lemniscale, avec l'atteinte de l'arthrokinésie, l'atteinte de la palesthésie et l'atteinte de la sensibilité extralemniscale, l'atteinte thermoalgique. Je vous renvoie à votre cours sur les sensibilités. À côté de ces troubles sensitifs, des troubles vasomoteurs aussi, parce que les nerfs servent à véhiculer le système nerveux autonome, et il peut y avoir des œdèmes, une cyanose, c'est-à-dire une modification de la coloration cutanée, des troubles trophiques, des escarres qui apparaissent, les phanères, ongles, cheveux qui deviennent plus cassants, qui peuvent tomber. Tout ceci peut traduire une atteinte du système nerveux périphérique du fait de tout cet élément nutritif que jouent les nerfs pour l'ensemble des tissus de l'organisme. Ce sont des signes assez mineurs et assez tardifs, mais il faut savoir qu'ils sont possibles. Quand je parle de mineurs et tardifs, je parle du système nerveux autonome, les signes vasomoteurs. Je ne parle pas des troubles sensitifs, qui sont souvent, eux, précoces au contraire, et qui accompagnent très souvent le syndrome neurogène périphérique. D'accord?
Voilà le cadre général de notre syndrome neurogène périphérique. Ça va jusque-là? Pas de questions? Donc on commence maintenant la difficulté en allant partie par partie voir les particularités en fonction du niveau d'atteinte. On commence par le plus simple. Le plus simple, c'est le syndrome de la corne antérieure. Donc au niveau du noyau du motoneurone, de ce deuxième motoneurone, dans la corne antérieure de la moelle épinière. Alors, c'est le plus simple parce que tout ce qu'on vient de dire, il suffit de le répéter. C'est le syndrome neurogène périphérique le plus pur. Et vous allez donc avoir le déficit moteur avec prédominance distale, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hypotonie, etc., l'amyotrophie, les fasciculations, les crampes, les réflexes ostéotendineux abolis, et pas de troubles sensitifs. Par définition, l'atteinte est là, sur le noyau du nerf, à un endroit où le nerf moteur ne rejoint pas les nerfs sensitifs, il n'y a pas donc de troubles sensitifs associés. C'est le syndrome d'atteinte de la corne antérieure, c'est de manière caractéristique le syndrome neurogène périphérique le plus pur. Quelques exemples très rapidement de maladies qui provoquent ça. La plus connue, c'est une maladie pour laquelle on continue encore à vacciner, si je ne me trompe pas, la poliomyélite antérieure aiguë, hein, qui est une maladie qui était absolument dramatique chez les enfants des générations précédentes, tout simplement par un virus qui, de manière sélective, atteignait qu'un endroit de l'organisme, c'était le motoneurone, au niveau de son corps, dans la corne antérieure, et de manière tout à fait asymétrique et aléatoire, tout le long de la colonne médulaire, le long de la moelle épinière. Et ce qui voulait dire qu'on avait des gens qui avaient une amyotrophie, une atteinte au niveau d'une main, et puis de l'autre côté au niveau d'une jambe, de manière tout à fait aléatoire, par atteinte très sélective du virus sur ce noyau à l'intérieur de la moelle épinière. Moins connu, mais devenu beaucoup plus fréquent en France, il y a une maladie très grave, dont on vous reparlera en pathologie, qui est la sclérose latérale amyotrophique, qui est une atteinte en réalité alors, de ce motoneurone, de ce deuxième motoneurone, mais en réalité pas seulement de ce deuxième motoneurone, également du premier motoneurone. Ça veut dire que les gens ont une atteinte à la fois de type pyramidal et par ailleurs de type syndrome neurogène périphérique. Alors ce qui domine, ce sont les signes du syndrome neurogène périphérique. Regardez l'atteinte très amyotrophiante chez ce jeune sujet. Au début, il pouvait encore bouger les bras, ne serait-ce qu'un peu. Essayez de lever les bras. Voilà, et ce patient est très déficitaire au niveau des Levez épaules, la main droite. mais également au niveau des mains. Serrez-moi la main. Il va, Une certaine spasticité est apparente au niveau des mains. Voilà. Et donc, vous voyez que les mains sont très, très plates, très, très amyotrophiées, mais on vient d'utiliser un terme sont exagérés. spasticité. D'une part. Deuxièmement, il a des réflexes trop vifs, et vous le voyez, tout ceci n'appartient pas à la sémiologie du syndrome neurogène périphérique, mais appartient à ce que vous avez appris mardi, le syndrome pyramidal. Et donc il y a un mélange chez ces malades, mais ce qui ressort quand on les regarde, c'est d'abord l'amyotrophie, la faiblesse au niveau distal, et donc le syndrome neurogène périphérique. C'est une maladie tout à fait grave qui aboutit petit à petit à l'épuisement de l'ensemble des possibilités musculaires. Voilà, donc vous voyez, pas grand-chose sur le syndrome neurogène périphérique par atteinte de la corne antérieure. C'était notre premier niveau, c'est simple, c'est la répétition de ce qu'on a dit avant. Deuxième niveau, syndrome radiculaire. Syndrome radiculaire, si vous regardez les schémas de droite, d'emblée, vous voyez que ça se complique. Et évidemment, je ne vais pas vous décrire tous les métamères qui correspondent à la localisation de toutes les racines. Je pense que dans son cours sur la sensibilité, le professeur Mas vous a donné quelques niveaux clés, hein, au niveau du mamelon, au niveau ombilical, etc. Hein, la manière dont on sait on se repère aux alentours de D10 au niveau ombilical, par exemple, hein, etc., etc.
c'est pas mon propos de reprendre ça, mais de vous parler des syndromes radiculaires tels qu'ils s'expriment, en particulier au niveau des membres. Il va y avoir donc cette systématisation métamérique, vous avez compris maintenant ce terme, hein, donc l'atteinte nerf, d'atteinte motrice et sensitive dépendante de la racine. Et ce qui est très important que vous notiez comme point fondamental dans les atteintes radiculaires, c'est que ce qui domine en fait, c'est le phénomène sensitif positif, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose en trop et qui est la douleur. De manière caractéristique, les gens qui ont une atteinte radiculaire ont une douleur, et c'est une douleur, selon la systématisation méta-amérique, on parle souvent de douleur traçante, parce qu'elle suit le trajet de la racine. D'accord ? Et quelqu'un qui aura une douleur, par exemple L4, eh bien, il aura cette douleur qui descendra, vous voyez, selon le trajet en L4. Et c'est grâce à ça qu'on identifiera qu'il s'agit d'une atteinte L4. Alors, donc c'est ça qui domine vraiment. Vous voyez, il y a des plus, hein, le phénomène sensitif et plus particulièrement le phénomène sensitif positif, la douleur. Par ailleurs, il y a des phénomènes sensitifs négatifs. Il peut parfaitement y avoir, dans la même trajet où il y a la douleur, quand vous passez le doigt, les gens vous disent je sens moins bien qu'ailleurs. Donc un phénomène négatif qui va dans le même territoire que le phénomène positif. À d'autres moments, c'est de l'hyperesthésie, c'est-à-dire on redéclenche des fourmillements au contact. Ça peut dépendre du type d'atteinte. Et vous voyez, et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans les syndromes radiculaires, que le déficit moteur lui-même, c'est-à-dire le cœur du syndrome neurogène périphérique, est lui au second plan. Il est en retrait. Et vous le savez bien intuitivement, la sciatique, atteinte L5 ou S1, c'est un problème de douleur, avant tout. Et quand il y a un problème moteur associé, c'est que vraiment, soit on a trop attendu, soit ça s'exprime de manière inhabituelle. Mais d'une manière générale, les gens se plaignent de douleur. Alors, évidemment, dans le territoire correspondant, eh bien, en fonction du métamère touché, il va y avoir un réflexe ostéotendiné qui sera touché. On a vu les 6 grands, C5, C6, C7, C8 au membre supérieur, L4, S1 au membre inférieur. Allô ? Alors, c'était simplement pour vous montrer, hein, je ne vais pas forcément repasser les vidéos, parce que ce sont des vidéos que vous avez vues lors de l'examen clinique mardi, au moment du premier cours, mais c'est pour vous montrer que vous ne pouvez pas faire l'économie de connaître quelques muscles qui dépendent de chacune des grandes racines. Pardon. Et c'est ce qu'on va dérouler rapidement, mais je ne vais pas tout vous dire, évidemment. Je ne vais pas vous dire tous les muscles qui dépendent de chacune de toutes les racines. Ça sera un catalogue insupportable, mais ça me paraît beaucoup plus important de vous dire les quelques muscles sur lesquels le clinicien se base pour dire, là, il y a probablement une atteinte de cette racine-là. Hein, faire ressortir les quelques muscles intéressants. C'est ce qui doit venir après, logiquement. Non, on s'en fiche de ça, on va passer. Voilà. Tiens. Ça, c'est embêtant qu'on passe d'emblée au membre inférieur. Alors, ça met peut-être du temps à afficher. Ça met beaucoup de temps. Non. Non, ça devient des diapos blanches. Bon, je suis un petit peu embêté. Donc, je vais vous le dire oralement. Normalement, vous aviez une illustration de ça au membre supérieur. Bon. Alors, disons-le rapidement avec les grands muscles pour le membre supérieur. C5, muscle très important pour les régions proximales, en particulier le deltoïde. D'accord ? Racine C6, racine importante pour la flexion
du bras, et donc c'est de cette racine que dépend essentiellement le biceps et le muscle long supinateur. Ainsi que les fléchisseurs communs des doigts. Donc c'est vraiment une racine de la flexion. C7, racine de l'extension. Les gros muscles importants sont le triceps et les extenseurs du carpe, ou encore parle parfois de muscles radiaux, extenseurs du carpe. C8, c'est l'essentiel des muscles intrinsèques de la main. En particulier les interosseux et les lombricaux. Alors, vous avez en général en tête, vaguement, pour tous les muscles précédents, vous comprenez très bien, c'est très intuitif et c'est facile, leur action de base. Pour les lombricaux et les interosseux, vous êtes en général un peu perdu. Alors, essayez de retenir des choses simples. Les interosseux, ce sont les muscles qui nous permettent de faire les mouvements d'abduction, adduction des doigts, écartement et rapprochement des doigts. D'accord ? Les muscles lombricaux, et c'est là où ça se perd un peu en général, vous croyez que c'est la même chose, alors ce n'est pas du tout la même chose, ce ne sont pas des muscles qui permettent les mouvements latéraux des doigts, ce sont des muscles qui permettent ce mouvement-là. Vous retenez ce mouvement, c'est-à-dire flexion de P1 sur les métacarpiens, P1, première phalange, et extension de P2 sur P1 et de P3 sur P2. Si vous faites ce mouvement-là, vous faites travailler vos lombricaux. D'accord ? Ce qui veut dire aussi que quand vous cherchez à tester un fléchisseur, les fléchisseurs communs des doigts, qui sont des muscles, eux, qui ne sont pas intrinsèques, mais venant de l'avant-bras, eh bien, ils participent un peu à la flexion de P1 avec les lombricaux, mais ils font surtout la flexion de P2 sur P1 et de P3 sur P2. Et là, ils sont les seuls à le faire. Tandis que dans la flexion de P1, sur les métacarpiens, vous avez d'une part les fléchisseurs communs, d'autre part les lombricaux. Donc si vous voulez être sélectif sur le testing des fléchisseurs, vous étudiez la flexion des deux dernières phalanges. Oui ? Non, extension. Regardez ce mouvement-là. Voilà. Vous retenez ça. Une flexion, au niveau articulaire, une flexion et deux extensions. D'accord ? Bon. Espérons qu'il n'y a pas d'autres diapositives qui disparaissent comme ça. Alors, membre inférieur. Membre inférieur L4, L5, S1. Il y avait ces beaux schémas pour le membre supérieur, je suis désolé. Hein. Mais en tous les cas, sur le diaporama qui est sur la fac, sur le site de la fac, il y a les dessins, hein, il y a ces diapos. Alors L4, c'est d'abord et avant tout le gros muscle puissant de la face antérieure de la cuisse, le quadriceps. Et c'est un autre muscle tout aussi puissant, très important, jambier antérieur pour les cliniciens, tibial antérieur pour les anatomistes. Je dois vous dire que dans les services cliniques, vous entendrez assez peu parler du tibial antérieur, parce que je suis d'une génération où on n'est pas vraiment passé à l'international. Hein, mais bon, c'est le tibial antérieur. C'est important que vous connaissiez les termes de ce que tout le monde utilise, hein, le jambier antérieur. Que fait ce muscle ? Ce muscle est essentiel, il nous permet de remonter la pointe du pied. Et c'est un muscle extrêmement puissant dont vous sentez parfaitement saillir le tendon au coup de pied quand vous remontez la pointe du pied, quand vous faites ce qu'on appelle une flexion dorsale du pied. Hein. C'est un muscle qui dépend donc de L4. Attention, on croit souvent,
Les externes croient souvent il dépend de L5 parce qu'il est assez distal. Ils croient que L4 c'est purement proximal. Non, non. Hein, le jambier antérieur dépend au moins à 90% de L4. L5. L5, un muscle très important, le moyen fessier. Le moyen fessier, on en reparlera tout à l'heure pour le syndrome myogène, c'est celui qui maintient notre bassin en permanence, droit. C'est celui qui me permet de lever un pied et de ne pas me casser la figure complètement du fait de mon axe de poids qui n'est pas tout à fait sur mon membre inférieur, qui est un peu décalé, tout simplement parce qu'il y a un muscle qui tire comme un hauban de manière extrêmement forte entre la tête fémorale et le bassin pour maintenir mon bassin droit quand je suis dans cette position. Le moyen fessier, c'est ce qui stabilise complètement notre bassin quand nous marchons et qui est absolument fondamental. Les péronniers latéraux, ce sont les nerfs, ce sont les muscles qui permettent l'éversion du pied, c'est-à-dire la mise vers l'extérieur de la plante du pied. Important également avec le jambier antérieur pour la marche, pour franchir, pour que la pointe du pied ne frotte pas. Et puis il y a l'extenseur propre du gros orteil, ça c'est plutôt un signe d'examen, ça ne gêne pas vraiment en pratique. S1, le gros muscle, c'est celui qui nous permet d'être sur la pointe des pieds, c'est le triceps sural ou le gastrocnémius, associé aux deux solaires, donc qui forment un muscle à 3 chefs. Ce sont les puissants muscles du mollet. Alors je sais que ça fait beaucoup énumération. Il faut à un moment donné qu'on le dise et je vous le rappelle, qu'il faudra que vous fassiez cet effort-là pour votre pratique, parce que quand vous verrez quelqu'un qui arrive avec un déficit ou qui a une douleur traçante du membre inférieur et qui a un petit déficit dans un muscle, est-ce que ça correspond à une racine? Est-ce que ça correspond à un tronc nerveux? De là dépendront les examens complémentaires que vous ferez, dépendront vos hypothèses diagnostiques. Donc vous avez besoin de cette sémiologie-là. On avance. Alors, on avance pour vous dire que c'est malheureusement un tout petit peu plus compliqué encore, c'est qu'il y a des muscles qui dépendent vraiment de toute une série de nerfs. Et ce qui fait qu'on ne peut pas leur attribuer une racine prédominante. Ce sont en particulier le très puissant muscle psoas iliaque, qui dépend largement de toutes les racines lombaires. C'est le cas également de tous les muscles adducteurs de la cuisse, tous ces muscles qui sont à la partie interne de notre cuisse, qui permettent d'adducter la cuisse et qui dépendent de l'ensemble des racines lombaires. Et au niveau des racines sacrées, il y a également des muscles importants qui sont les muscles postérieurs des cuisses, les ischio-jambiers. Et le grand muscle qui fait le galbe de nos fesses et qui est tout à fait essentiel pour l'extension de la cuisse sur le bassin, qui nous permet donc de franchir une marche en étendant la cuisse, c'est le grand fessier. Alors, dernier mot sur les atteintes radiculaires, c'est un mot d'ouverture vers la pathologie. D'une manière générale, les atteintes radiculaires sont des atteintes compressives à cause de l'os, l'arthrose, à cause des disques qui sont entre les vertèbres et qui, en faisant hernie, viennent toucher la racine juste à l'endroit où le nerf sort de la moelle épinière. D'accord? Et donc vous avez des termes que vous reverrez en pathologie. Aux membres supérieurs, on parle volontiers de névralgie cervico-brachiale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Douleur qui va du cou vers le membre supérieur. Douleur traçante. C'est 5, c'est 6, c'est 7. Au membre inférieur, vous avez la fameuse sciatique où vous avez la fameuse cruralgie pour les racines lombaires plus haut situées, L3, L4, alors que la sciatique, c'est L5, S1. Et vous voyez, c'est vraiment représenté, ça correspond à la réalité. Les compressives sont plus, très importantes. Et puis, loin derrière, il y a des causes non compressives, évidemment, mais qui sont tout à fait secondaires. Alors,
dernier mot, parce qu'il faut que je vous donne un terme, il y a un syndrome particulier qui correspond à l'atteinte de toutes les racines à la terminaison de la moelle épinière. Dans ce carré-là, vous savez, là où on fait la ponction lombaire, eh bien là passent toutes les racines qui descendent pour sortir chacune à leur niveau. Eh bien, il peut y avoir une tumeur, une compression qui vient atteindre plusieurs racines à la fois. Et à ce moment-là, cela va provoquer ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval, tout simplement pour rappeler anatomiquement que le départ de ces racines ressemble un peu à une queue de cheval. Ce syndrome de la queue de cheval, c'est donc l'atteinte multiple de toutes ces racines lombaires et sacrées qui partent de la terminaison de la moelle épinière, au-dessous, topographiquement, du cône terminal de la moelle. Et donc il va y avoir une atteinte sensitive et motrice de tous ces dermatomes, et en particulier un signe très très cardinal du syndrome de la queue de cheval, c'est une hypoesthésie sur les dernières racines sacrées, donc toutes ces racines qui prennent en charge la sensibilité autour de l'anus, dans les régions de la fesse, et on parle d'anesthésie en selle. Vous comprenez bien pourquoi. Et puis un autre signe cardinal, c'est que ces racines sont tout à fait importantes pour le contrôle de la vessie, pour le contrôle du rectum, et donc il va y avoir des troubles sphinctériens et des troubles génitaux également. Voilà. Vous reverrez en pathologie ce qui peut provoquer ce syndrome de la queue de cheval, mais vous aurez entendu comme ça ce terme qui correspond à une atteinte syndromique d'un certain nombre de racines. Ça va pour les atteintes radiculaires ? Alors, on franchit un degré de complexité. Non, pas plexique, on se repose un peu. On se repose, parce que je ne vais pas vous décrire les atteintes des différents plexus. Ça serait beaucoup de la répétition par rapport aux racines et du remélange des topographies radiculaires. Et donc, je ne vous montre qu'une ou deux diapos pour vous rappeler que les syndromes plexiques, ce sont évidemment des combinaisons de plusieurs syndromes radiculaires et que, en fonction de la formule, on va parler d'atteinte du plexus supérieur, du plexus moyen, du plexus inférieur. Là, on est au membre supérieur. Ça aurait dû être marqué. Je ne sais pas où c'est. C'est le membre supérieur. Quelles vont être les causes ? Plusieurs possibles. La plus fréquente, c'est de loin la cause traumatique. Les causes d'arrachement du plexus. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans les grands traumatismes, qui provoquent un mouvement extrême d'écartement entre le cou et l'épaule. Il y a possibilité d'arrachement du plexus. Le type même du traumatisme, c'est le jeune qui tombe en moto, et avec ce chute sur l'épaule, la tête qui part de l'autre côté, et écartement extrême des deux, arrachement du plexus. C'est malheureusement un traumatisme encore fréquent. Les causes compressives sont plus rares. En particulier, elles peuvent venir du poumon, à partir de tumeurs de la partie haute du poumon. C'est ce qu'on appelle les tumeurs du dôme pulmonaire. Voilà, tout ce que je veux vous dire sur le membre supérieur. Et je crois que j'ai dû encore simplifier en ne voulant pas vous parler du plexus lombaire et sacré. On en a dit on a dit suffisamment dans le mélange des racines en parlant du syndrome de la queue de cheval. D'accord ? Donc vous voyez, parce que c'est plus rare et parce que ça n'est qu'une combinaison des racines, on passe vite sur les syndromes plexiques. Et on arrive là à un gros morceau pour nous, qui est en aval de la corne antérieure et les racines, les plexus. Maintenant, les nerfs se sont constitués et eux-mêmes, ils peuvent être atteints et cela provoque les syndromes tronculaires. Ça va, vous tenez le coup ? Allez, on avance. Je vous sens anesthésié là, mais... Alors, cette fois, au niveau des troncs nerveux, clairement les fibres motrices, les fibres sensitives se sont rejoints. Il y a donc des atteintes sensitivo-motrices qui sont presque constantes. Et l'atteinte des fibres sensitives peuvent être gros calibre, petit calibre. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Lorsque un seul nerf est touché, un seul tronc nerveux est touché, on parle de mononeuropathie. Neuropathie, atteinte d'un nerf isolé, mono. Et on est obligé, pour ne parler que des plus fréquents, de dire un mot de l'atteinte de 4 nerfs aux membres supérieurs et de 4 nerfs aux membres inférieurs. Ce sont ceux qui forment la pathologie neurologique du syndrome neurogène périphérique la plus fréquente. Et vous allez retrouver des termes, des pathologies que vous connaissez déjà. Commençons au membre supérieur. Premier nerf, le nerf médian. Pour chacun de ces nerfs, je vous ai mis un peu une formule qui résume sa principale action. On parle pour le nerf médian du nerf de l'opposition du pouce. C'est le nerf qui permet au pouce de venir toucher chacun des autres doigts. Et vous savez que ce geste-là est le geste caractéristique de la main de l'homme. Le singe qui a une main plate n'a pas du tout cette capacité à venir opposer le pouce aux autres doigts. C'est donc vraiment un nerf absolument fondamental pour la qualité de notre préhension. J'aurais dû vous dire en introduction générale ce qui va découler de la phrase suivante. Le terme de recouvrement. Votre difficulté, en fait, quand vous allez relire ce cours, c'est que vous allez vous dire, là, il nous a parlé de tel muscle, mais ça dépend de la racine, ça dépend du nerf, je ne sais plus trop, et est-ce qu'au moins je peux faire coller un nerf à une racine? Le problème est que non. Le problème est que si le nerf médian, pour l'essentiel, est la continuité de la racine C6, il a quand même certains muscles qui, au départ, au niveau radiculaire, dépendent d'une autre racine que C6. Donc le recouvrement n'est pas absolu, malheureusement, ça serait beaucoup trop simple, entre les racines et les nerfs. Et donc pour chacun de ces nerfs, je vais vous dire quel est le recouvrement principal. Et là, pour le nerf médian, c'est C6. Mais il faut connaître les muscles qui ne dépendent pas justement de C6 et qui permettent, lorsqu'on est face à un malade, de faire la distinction entre l'atteinte de la racine ou l'atteinte du nerf. En effet, les muscles qui dépendent du nerf médian, biceps, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour C6. Palmaire, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure parce que j'avais pas la diapo sous les yeux, mais c'est l'ensemble des muscles qui permettent le fléchissement du carpe. Ça dépend de C6. Mais les fléchisseurs intrinsèques des doigts et les muscles court abducteurs opposants du pouce, ce fameux muscle qui qualifie l'opposition du pouce, donc le nerf médian, eux, ils ne dépendent pas de C6, ils dépendent de C8. D'accord ? Et c'est parce que chez un malade qui est paralysé, j'aurai ces éléments C6, mais également associés à un déficit de quelques muscles C8, que je me dirais, ah ben là, ça ne peut pas être une atteinte de la racine, ou alors il faudrait imaginer 2 racines touchées, mais c'est une atteinte qui est compatible avec l'atteinte du nerf médian, puisqu'il y a ce mélange C6 et C8. D'accord ? Recouvrement partiel avec C6. La sensibilité, je ne vais pas vous la décrire, la seule façon de la retenir, c'est de photographier l'image que vous avez dans tous les bouquins, qui est une sensibilité qui concerne la main de manière très différente entre la face palmaire, ici à votre gauche, et la face dorsale, avec, vous voyez, une très large prédominance sur la face palmaire. Pour faire simple, ce sont essentiellement les 3 premiers doigts en face palmaire, mais avec quand même la moitié du 4e. Et sur la face dorsale, les 2 premières phalanges des 2, 3 et moitié du 4. C'est très compliqué à dire, c'est plus facile à photographier. Voilà, et puis le réflexe ostéotendineux, recouvrement avec C6. Quand le médian est touché de manière proximale, il va y avoir une atteinte du nerf, du réflexe ostéotendineux bicipital. Vous vous rappelez tout à l'heure, il dépendait de C6. Mais ça suppose que le nerf médian soit touché, évidemment, assez haut. Alors, en pathologie, pour donner un petit peu de caractère vivant à tout ça, quelle est l'atteinte la plus fréquente du nerf médian et dont vous avez forcément entendu parler, vous avez autour de vous des gens qui ont eu cette pathologie-là, c'est la compression
du nerf médian au canal carpien. Ah, j'ai un canal carpien, les gens disent ça. Hein. C'est tout simplement le fait que, à ce niveau-là, le ligament qui barre le carpe, on vous en a parlé en anatomie, hein, s'épaissit et vient comprimer ce nerf. Et à ce moment-là, il va y avoir des signes sous-jacents du nerf médian. Atteinte de la sensibilité et atteinte éventuellement de la motricité des muscles intrinsèques de la main. D'accord? C'est bon pour le nerf médian? Nerf radial. Nerf radial, c'est le nerf de l'extension. J'ai une atteinte du nerf radial, ma main se positionne comme ça. J'ai une main dite en col de cygne. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'extenseur des doigts, je n'ai plus d'extenseur du carpe sur l'avant-bras. D'accord? Dès lors que l'on parle d'extension, eh bien, vous comprenez bien, on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a un recouvrement large avec la racine C7. Hein, la racine C7 dont je vous ai dit que ce qui était important, c'était le triceps et puis les extenseurs du poignet. On retrouve ces mêmes muscles. Mais, donc extenseur, mais il y a un muscle, le long supinateur, qui lui dépend de C6 et qui est intégré dans le triceps, dans le nerf radial. Aïe. Qu'est-ce que c'est ce muscle long supinateur? On vous a peut-être jamais bien montré ce que c'est. C'est le brachioradialis. Hein, le brachioradialis. Oui. D'accord. C'est ce muscle des tennisman. Alors, il n'est pas développé comme celui des tennisman. Hein. Mais c'est ce muscle, lors de la flexion de l'avant-bras sur le bras, qui saille en avant sur l'avant-bras, d'accord, hein, et qui est un muscle très mal nommé dans l'ancienne terminologie, supinateur, parce qu'il est essentiellement fléchisseur. Alors, ce muscle-là dépend de C6 au niveau des racines, mais il dépend du radial au niveau tronculaire. Et donc, quand vous allez avoir quelqu'un qui a la main comme ça pourrait être une racine C7, ou ça pourrait être une atteinte du triceps. Mon réflexe de sémiologiste, de clinicien qui connaît un peu ma sémiologie neurologique, c'est d'aller voir comment est le brachioradialis, comment est le long supinateur. S'il est atteint, c'est qu'il y a du C7 plus un peu de C6. Je suis typiquement dans mon atteinte du nerf radial. S'il est indemne, bon ben, tous mes muscles dépendent de C7, c'est probablement une atteinte de la racine. Vous voyez combien la sémiologie vous permet vraiment de dire à quel niveau est atteint le patient. Alors, je suis parfaitement conscient en vous disant tout ça que ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais c'est des choses qu'il faut que vous ayez avec vous, hein, et que vous allez petit à petit sur des malades tester et comprendre. Le plus fréquemment, le nerf radial au niveau compressif, il est atteint dans la gouttière humérale, hein, et c'est ce que l'on appelle la célèbre paralysie des amoureux. Hein, le jeune couple s'endort avec la belle amoureusement avec la tête posée sur le bras de son amoureux, et lui-même s'endort comme ça, et le lendemain, il suffit que le plan soit un peu dur, eh bien, et appui de l'avant-bras et de l'autre, donc de l'os huméral sur le nerf radial, par ailleurs le plan dur du lit, eh bien, le nerf est écrasé, et le lendemain, le malade se réveille, le jeune se réveille comme ça, tout mari. En général, c'est évidemment des compressions qui récupèrent très bien, hein, mais voilà une circonstance classique de survenue de ce genre de compression. Troisième nerf, le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire, j'utilise le terme que vous utilisez désormais, mais sachez que beaucoup de gens continuent à dire le nerf cubital. Il faut connaître le terme nerf cubital. C'est le nerf de la préhension. C'est le nerf qui, indépendamment de l'opposant dont on a parlé tout à l'heure, qui permet le rassemblement des doigts. Pour prendre un petit objet, j'ai besoin de rassembler mes doigts. C'est donc le nerf ulnaire qui le permet.
Large recouvrement avec C8, puisque ce sont les muscles intrinsèques de la main. En particulier les interosseux lombricaux dont je vous ai parlé. Également l'adducteur du pouce, dont on peut mettre en évidence classiquement l'atteinte d'une certaine manœuvre. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Froment, que je vous montre. Je suis obligé de poser le micro. Puisqu'il me faut mes deux mains, il suffit de mettre une feuille de papier comme ceci et demander au patient de serrer comme ceci en tendant les pouces et de côté, et puis d'écarter les pouces, essayer de tirer de chaque côté. Quelqu'un qui a des bons adducteurs de pouce, il arrive à maintenir les deux côtés de manière symétrique. Si vous avez un déficit d'un côté, eh bien ça va lâcher. Et la manœuvre de Froment, c'est ceci, et le signe pathologique qui montre qu'il y a une atteinte d'un côté, c'est que de manière spontanée, la personne va compenser en fléchissant le pouce. Donc c'est une compensation par l'action du fléchisseur du pouce d'un déficit de l'adduction du pouce. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle la manœuvre de Froment, et que vous rencontrerez, le signe de Froment, pardon, vous rencontrerez dans les bouquins. Innervation des hypoténariens, et puis la sensibilité, là encore, il faut le photographier. Vous voyez que c'est évidemment le complément du nerf médian au niveau de la face palmaire. D'accord ? Donc vous avez la face palmaire divisée en deux, médian vers l'intérieur, 3 premiers doigts plus une partie du 4e, et ulnaire vers l'intérieur. En revanche, au niveau de la face dorsale, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais il y a également la face. Je suis revenu sur le radial. Hein, il y a également cette face postérieure du pouce et du premier espace interosseux et d'une petite partie des deux premiers doigts, des doigts 2 et 3 qui participent à cette innervation. Hein. Donc la face, l'innervation sensitive de la face dorsale de la main est plus compliquée que la face palmaire. Il y a 3 nerfs dont cela dépend plutôt que 2. Faites-vous un petit schéma, retenez-les comme ça, et si on vous demande de le décrire, ben vous refaites le schéma et vous le décrivez alors. Endroit de compression le plus fréquent du nerf ulnaire, au niveau de son passage dans la gouttière épitrocléenne, endroit extrêmement fréquent. Alors, et c'est même, je dirais, une des compressions qui a le plus progressé au cours des dernières années, en particulier avec l'utilisation de l'ordinateur. Le nombre de gens qui se mettent pendant des heures entières, les coudes posés sur des accoudoirs et qui tapent, et qui, sur l'accoudoir, se compriment l'épitroclé, vous n'imaginez pas le nombre de patients que cela fait. Et les gens viennent vous voir en disant « c'est bizarre, docteur, depuis quelques semaines, quelques mois, ça fourmille dans les régions internes de la main, et puis désormais, je ressens des petites difficultés à attraper les objets fins par atteinte des interosseux et lombricaux. » D'accord ? Oui, je vous ai... Excusez-moi, je reviens juste en arrière, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'utile. Ce qui a marqué là, c'est main en griffe. Et c'est très facile à comprendre. Vous vous rappelez notre geste pour les lombricaux ? Imaginez que les lombricaux soient atteints. Et comme ce sont des muscles intrinsèques, des muscles de petite taille, dans l'atteinte cubitale, ils sont précocement atteints. Eh bien, faites le geste inverse, c'est-à-dire extension cette fois de P1 sur les métas et flexion des deux autres. Vous avez une main en griffe, une main qui est caractéristique de la main cubitale. D'accord ? Vous passez de l'action des cubitaux, des lombricaux, au contraire, quand il ne marche plus, eh bien, par manque, du fait de ce déficit, les doigts auront tendance à prendre une attitude vicieuse qui est opposée à l'action de ces muscles et qui est la main en griffe, caractéristique de l'atteinte cubitale. Bon, je crois que je vais passer là-dessus parce que ça vous fait un peu trop d'infos. Et là, c'est juste, il n'y a rien à apprendre par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est la manière dont souvent on raisonne en pratique clinique. Les gens n'arrivent pas en disant, ou c'est rare, qu'ils arrivent en disant, docteur, j'ai précisément l'atteinte du bord interne de mon 4e doigt, mais l'atteinte de l'autre côté est préservée. Ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare. En général, on raisonne globalement sur la main, et vous voyez,
Les 3 premiers doigts sont touchés, bon, on pense à une atteinte du médian. Les 2 derniers, on pense à une atteinte du cubital, de l'ulnaire. Et la face dorsale du premier interosseux, du premier espace interosseux est touchée, on pense à une atteinte radiale. C'est comme ça en pratique clinique, avant d'examiner de manière fine le malade. Membre inférieur, allez, notre morceau de bravoure avance là. Membre inférieur. Le nerf fibulaire, largement appelé dans nos hôpitaux le sciatique poplité externe, SPE. Eh oui, les vieilles générations sont chiantes, mais c'est comme ça. Hein, et donc, vraiment, le sciatique poplité externe, c'est une utilisation très habituelle. C'est le nerf de la flexion dorsale du pied. C'est le nerf qui permet à tous ces muscles qui relèvent le pied, donc, de fonctionner. Il va donc y avoir, en cas d'atteinte de ces nerfs, ce que l'on appelle le stépage. Qu'est-ce que c'est que le stépage? C'est le fait que le pied tombe au franchissement du pas, et du fait que le pied tombe, la seule manière pour la personne de franchir le pas sans buter, ça va être d'élever son genou de manière inhabituelle. Et quelqu'un qui a un déficit du sciatique poplité externe va marcher comme ceci, hein, dans un geste qui rappelle un certain type de geste des chevaux, d'où le terme stépage. D'accord? Donc c'est l'association de ce pied tombant et d'un genou trop relevé par rapport à une marche fluide normale. Le recouvrement est important avec L4, mais il n'est que partiel. Le muscle jambier antérieur, tibial antérieur, qui est un muscle tout à fait essentiel de relèvement du pied, je vous ai dit tout à l'heure, en parlant des racines, qu'il faut le considérer comme dépendant de L4. Il est à 90% L4, beaucoup plus que L5. Il l'est un petit peu, mais on l'oublie, c'est surtout L4. Et donc, il y a un recouvrement de L5 pour les autres muscles, mais en sachant que ce muscle-là, muscle très important, lui, il est L4. Le recouvrement, là encore, au membre inférieur, n'est que partiel avec les racines. Les péronniers latéraux, on l'a vu tout à l'heure, les muscles éverseurs du pied, hein, et puis l'extenseur propre du gros orteil. Ce sont tous ces muscles donc, de mobilisation vers la flexion dorsale du pied. Au niveau de la sensibilité, eh bien, c'est une zone de la face externe, antérieure et externe de la jambe, et qui prend le coup de pied et la face dorsale du pied. C'est toute cette zone-là, hein, que vous voyez ici tracée, là encore. Hein. Le plus simple est de la mémoriser comme ceci. Hein. Face essentiellement antéro-externe, coup de pied et face dorsale du pied. L5, comme c'est L5, il n'y a pas de réflexe ostéotendineux qui en dépendent. Alors, on va voir des diapos, des vidéos. Alors, ne vous étonnez pas, il y a souvent pas d'image parce que j'ai des petits problèmes informatiques, mais normalement ça marche quand même. Alors, regardez cette dame. En fait, elle a un stépage bilatéral, mais qui prédomine un petit peu sur la jambe gauche. Vous voyez en particulier sur la jambe gauche que son genou remonte trop. Et du fait de la pointe du pied qui tombe, voilà. Et la seule manière pour elle de franchir le pas est de relever plus son genou. D'accord? Regardez maintenant ce jeune homme à qui on a mis dans un deuxième temps. Oula. Voulez-vous ouvrir ce fichier? On refait. Allez, on dit oui. Aucune application. Ça, c'est étonnant, parce que il y a 2 heures, il y avait une application. Bon, ben, vous ne verrez pas ce jeune homme. Là, ce que vous illustrez, cette petite vidéo, c'était, imaginez la même dame que vous venez de voir, et mais avec une atteinte que d'un côté, eh bien, on vous montrait, ce qu'on vous montrera en pathologie, en thérapeutique, combien on peut compenser ça en mettant des appareillages et en mettant tout simplement ce qu'on appelle un releveur du pied, qui est un appareil qui
s'appuie sur le mollet, qui passe sous la plante du pied, en gardant à 90 degrés le pied, ce qui empêche la pointe du pied de tomber, et on améliore considérablement la marche des gens en empêchant cette pointe du pied, et à ce moment-là, le genou n'a plus besoin de se lever. Tibial postérieur ou sciatique poplité interne, c'est le nerf de l'autre côté, flexion plantaire du pied, recouvrement large avec S1, lui c'est assez simple, il n'y a pas d'exception importante à connaître, hors recouvrement. Triceps sural, gastrocnémius plus soleus, et fléchisseur des orteils, avec, vous le voyez, une sensibilité de toute la face postérieure de la jambe, et qui descend sur la face plantaire du pied. Voilà. Évidemment, on est dans un recouvrement, un des plus parfaits entre racine et tronc nerveux, on est dans un recouvrement avec S1, et donc le réflexe ostéotendineux achilléen va passer par ce nerf. Et donc l'atteinte de ce nerf provoque une abolition du réflexe. Alors, je reviens juste sur le fibulaire, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas commenté ce que j'avais mis tout en bas. Il est très fréquent que ce nerf fibulaire soit atteint ici, au passage du col du péroné. Vous le savez par votre anatomie, le grand sciatique se divise dans le creux poplité en nerf tibial postérieur, nerf tibial antérieur, et le nerf tibial antérieur tourne autour du péroné. Et ici, en cas de compression, d'écrasement le long du péroné, eh bien, ce nerf se fragilise, et c'est un moment où il peut exprimer sa pathologie. On avance ? Allez, on n'est plus très loin. Nerf fémoral, ou encore on parle beaucoup de nerf crural. C'est le nerf de l'extension de la cuisse, recouvrement L3 et L4. Les grands muscles sont le psoas iliaque et le quadriceps. Et la sensibilité est la partie basse de la sensibilité de L4. Vous le reverrez sur les métamères L4 que vous avez. Comme on est dans une atteinte L4, il va y avoir une atteinte du réflexe qui en dépend, le réflexe rotulien. Et d'une manière générale, ce nerf est atteint au niveau de l'arcade crurale, au pli de l'aine. D'accord ? Pathologie moins fréquente que les deux tibial, surtout le tibial antérieur. Là, vraiment, je vous montre le membre inférieur par fréquence d'atteinte. Le tibial antérieur, c'est la pathologie monotronculaire la plus fréquente du membre inférieur. Derrière le sciatique poplité interne, tibial postérieur. Derrière, nerf crural, nerf fémoral. Et puis enfin, un nerf à connaître, c'est le nerf cutané latéral de la cuisse, et que les anciens appellent volontiers le fémorocutané, qui est un nerf sensitif pur et qui est destiné à la face externe de la cuisse. On parle parfois d'une zone en raquette, parce qu'elle est un petit peu plus large à la partie inférieure qu'à la partie supérieure. Et c'est un nerf qui, lui aussi, passe au niveau du pli de l'aine, mais largement externe par rapport au nerf fémoral. Comme c'est un nerf qui suit la paroi abdominale, il est atteint en cas de toute pathologie ou autre, vous allez me dire lesquelles, qui sont susceptibles de faire gonfler le ventre. Qu'est-ce qui peut faire gonfler un ventre? Pardon? J'entends la grossesse, absolument. C'est une pathologie tout à fait fréquente de la femme enceinte, de sentir à un moment donné, dans le dernier trimestre, des fourmillements dans la région antéro-externe de la cuisse, tout simplement par étirement de la paroi abdominale qui fait souffrir ce nerf. Autre pathologie fréquente, autre circonstance fréquente, dans le post-opératoire, on a demandé à l'externe de tenir les écarteurs. Allez, tire bien, dit le chirurgien. Le chirurgien insiste pour que vous tiriez bien. Et ben, après coup, le malade se dit j'ai été très bien opéré, tout va bien, mais c'est bizarre, docteur, ça fourmille par là. C'est tout simplement parce qu'on a tiraillé sur ce nerf
qui passe dans la paroi abdominale. Et puis toute une importante obésité, enfin tout ce qui peut contribuer à entraîner du tiraillement sur la paroi abdominale peut léser ce nerf. Dernière diapo, je vous promets, pour ce cours-là. Et quelle heure est-il? 10 heures. Dernière diapo, et je vous demande quand même de retenir ces 3 termes, parce que c'est vraiment une introduction vers de la pathologie très fréquente. C'est la fin donc de nos syndromes tronculaires. Nous avons parlé jusqu'à présent de l'atteinte monotronculaire, nerf par nerf. Malheureusement, la médecine n'est pas si simple, et il y a très fréquemment l'atteinte de plusieurs nerfs à la fois. Alors, je vous en ai cité quelques exemples en passant, le syndrome de la queue de cheval, le multiradiculaire. Mais au niveau des troncs nerveux, est-ce qu'il peut y avoir des atteintes multiples? La réponse est oui. Et principalement, on les catégorise de cette façon-là. Il y a l'atteinte dite des polyneuropathies. Faites attention, si vous avez des livres de référence qui vous parlent de polynévrite, rayez ce terme et remplacez-le par polyneuropathie. Pourquoi? Tout simplement parce que IT vous laisserait penser que c'est volontiers inflammatoire, alors que dans l'immense majorité des cas, ces atteintes ne sont pas inflammatoires. Elles sont plutôt toxiques, elles sont éventuellement endocriniennes, mais toxiques est vraiment très importante. Il y a beaucoup de médicaments, notamment, qui provoquent des polyneuropathies. Donc c'est vraiment un terme à bannir, le terme polynévrite, même si dans le langage parlé, on l'utilise encore un peu. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une atteinte des différents troncs nerveux, mais partant de leur extrémité et dans toutes les régions de l'organisme. Et donc, il va y avoir une atteinte symétrique, synchrone en même temps, et qui va être ascendante, et va débuter par les fibres les plus longues. Les fibres les plus longues de notre organisme, c'est celles destinées aux membres inférieurs. Les nerfs vont de la moelle à l'extrémité de nos orteils. Ce sont de loin les fibres les plus longues. Et plus la fibre est longue, plus elle est susceptible d'être touchée précocement dans ces atteintes. Et il va donc y avoir des troubles sensitifs qui vont démarrer d'abord aux pieds, puis au bout d'un moment vont toucher également les mains et vont avoir tendance à monter. On parle à un moment donné d'une atteinte de la sensibilité en chaussettes et en gants. Chaussettes qui pourront devenir des bas, etc. D'accord ? Le déficit moteur est distal, logique pour un syndrome neurogène périphérique. Ce sont des pathologies extrêmement fréquentes qui s'installent sur des mois, sur des années. Je vous ai donné l'exemple des médicaments. Il y a d'autres grands exemples. Vous connaissez la polynévrite alcoolique, tout le monde connaît ça. Bien, c'en est un autre exemple. Donc ne parlez pas de polynévrite, c'est la polyneuropathie alcoolique, tout simplement à cause de la toxicité de l'alcool sur l'extrémité des nerfs. Autre exemple extrêmement fréquent en France, le diabète. La polyneuropathie diabétique, qu'on vous décrira longuement en pathologie, c'est la deuxième grande cause après l'alcool de polyneuropathie en France. Ça, c'est le plus fréquent. Plus rarement, mais à connaître, et là, quand vous serez externe, que vous aurez les cours de pathologie, on vous dira c'est une maladie vedette, il ne faut pas la rater, parce que c'est une urgence. C'est ce que l'on appelle les polyradiculonévrites. Cette fois, l'atteinte est à la fois sur les troncs nerveux, sur les racines. Elle est symétrique et synchrone, mais comme, vous voyez, l'ensemble du nerf est touché, ça ne démarre pas par l'extrémité des nerfs, tout le nerf est touché. Il va donc y avoir de manière rapide un déficit moteur qui va être à la fois distal et proximal, qui va s'étendre beaucoup, beaucoup plus vite que dans les polyneuropathies. C'est une pathologie en général aiguë et il peut y avoir urgence tout simplement parce que les gens petit à petit se paralysent de jour en jour. Ça peut toucher les muscles respiratoires et puis voilà. Donc il y a besoin d'une assistance en réanimation. Ce sont des gens donc quand ils viennent en disant, c'est généralement des jeunes entre 20 et 30 ans et c'est en général post-viral, on vous en parlera, ou post-infectieux.
Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Hein. Voilà, pour les polyradiculonévrites. Puis un dernier terme à connaître, c'est le terme multinévrite. Vous voyez, entre multi, poly, qu'est-ce qu'il me dit, tout ça c'est pareil. Eh ben non, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Atteinte, cette fois fondamentalement différente de la polyneuropathie, l'atteinte est asymétrique et asynchrone. Ça veut dire qu'un matin, je me réveille avec une paralysie du radial. 3 jours après, paralysie du fibulaire, de l'autre côté. 3 jours après, paralysie du fémoral, de ce côté-là, etc. Atteinte en patchwork, comme ça, des différents troncs nerveux. En général, ce sont des maladies inflammatoires qui provoquent des à-coups. C'est pour ça que le terme multinévrite est moins impropre. Vous voyez, c'est très souvent inflammatoire. Ce qui se passe, c'est que le nerf est ischémié. Il y a donc urgence à traiter ces gens-là. On vous en reparlera en pathologie. Mais au niveau sémiologique, comprenez que la multinévrite, avec cette atteinte comme ça, brutale par à-coup, asynchrone, n'a rien à voir avec la polyneuropathie, synchrone, ascendante, lente, provoquant l'atteinte en chaussettes et en gants. Si je ne me trompe pas, c'était la dernière diapositive pour ce cours-là. Est-ce que vous avez des questions sur le syndrome neurogène périphérique? Je comprendrai très bien que vous n'en ayez pas à la seconde parce qu'il faut un petit peu digérer ce qu'on vient de dire. Alors, on a plusieurs solutions. On fait la pause maintenant? D'accord, on fait la pause. On se donne... on reprend vraiment dans 10 minutes. Hein. Oui? Je ne vous entends pas. Soit vous hurlez très fort, soit vous venez me voir. Et si vous avez des questions qui restent d'hier, n'hésitez pas à venir m'en poser une. J'en reprends une qui m'a été posée, qui était une très bonne question, juste à visée d'information. On me demandait, mais finalement, le syndrome méningé, céphalée, vomissement, pas supporter la lumière, là, vous ne nous décrivez pas une grosse migraine? La réponse est oui. Je vous décris une grosse migraine, absolument. Et chez quelqu'un de jeune qui fait sa première grosse crise de migraine, il arrive fréquemment qu'on se pose des questions avec un syndrome méningé. Vous avez un élément distinctif très important, c'est que le migraineux, aussi douloureux soit-il, conserve une bonne souplesse de sa nuque. Il n'a pas de raideur méningée. Mais parfois c'est difficile. Et il arrive qu'on garde hospitalisé 24 heures pour surveillance une grosse première migraine parce qu'on a des doutes. Oui. C'est quoi la solution en fait? C'est parce qu'il y a une compression d'un nerf et on... De quoi? Des multinévrites à la fin? Il y a urgence.